Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du salon des auteurs un automne qui se tiendra ce samedi sur la commune de Breteil, Il était une fois un livre va recevoir toute la semaine un invité par jour qui seront bien évidemment présents sur ce salon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Quignot, qui est photographe et qui sera présent samedi pour vous proposer 2 projets. Donc il y a un premier projet qui est déjà abouti et publié, qui s'appelle Regard et moi. Donc, bonjour François. Bonjour. Donc présentez-nous ce premier projet qui... Voilà, comme je disais, qui est déjà publié, qui a déjà été publié. Oui, c'est un livre qui a comme particularité d'avoir énormément de photos, puisque ce livre a été fait avec 3 auteurs, 2 photographes et un sociologue. En fait, c'est surtout un littéraire, on va dire, plus que sociologue, mais il y a eu un regard qui a donné lieu à une fiction qui décrit un petit peu tout l'historique des 7 années d'échange à 2 photographes avec la population du pays, en fait, de Montfort-sur-Meux et de la communauté de communes, quoi. Donc ce deuxième photographe qui sera également présent samedi. Alors, c'est vrai qu'avec Pascal Glé, on est devenus inséparables. On ne se connaissait pas avant d'avoir lancé cette expérience d'un travail en commun avec 2 photographes. Et depuis, on est restés très liés. Nous sommes des amis. Et on continue, même si cette entreprise du livre a clôturé notre période de 7 années de prise de vue. On entretient toujours des relations. Alors, il avait quel but C'était au départ une exposition? C'était une commande? C'était surtout pas une commande. C'est une idée qui est venue en discutant tous les 2. Au départ, on était 3, en fait. Et puis, il y a un autre Pascal qui faisait partie de l'entreprise. Et la première année, on a exposé à Montfort-sur-Meux, dans la rue, des travaux que chacun avait déjà fait. Et ça a été un peu une expérience, un numéro 0 de cette série de 7 années. Et donc l'objectif est devenu de faire participer la population à une expérience photographique qui aboutissait chaque année à une exposition en extérieur, dans les communes de la communauté de communes. Alors, il y en a une, je me souviens, à Ifindic, donc de ces grands formats là, qu'on pouvait voir dans les parcs et dans les rues, à Montfort également. Oui, alors, bon... Les photographies, à chaque fois, c'était les gens de la commune, quoi. Alors, voilà. On a eu, pendant les 7 années, une démarche... non seulement communale, mais aussi de communauté de communes. C'est-à-dire qu'il nous avait semblé intéressant de ne pas rester au niveau de chaque commune, de chaque territoire, mais de pouvoir échanger avec d'autres. Et donc, on avait des projets communs entre plusieurs communes. Quelquefois toutes, et quelquefois seulement 4. Bon. En tout cas, l'objectif était d'entrer en relation avec la population, de les confronter à la prise de vue, au fait de se faire photographier, et de restituer cet échange qui avait eu lieu pendant l'année, pendant les 3 mois d'été, dans une exposition annuelle, donc extérieure, avec des photographies de grand format, puisque Ifindic, par exemple, il y avait sur le fronton de la mairie une photo qui faisait 4 mètres par 8. Donc ça commence à faire du grand format. Oui. Alors, la particularité aussi, et ça, il faut le rendre à chacun et chacune des participants, ils nous ont donné un blanc-seing pour choisir la photo qui nous convenait
Et donc, chaque personne photographiée découvrait la photo que nous avions choisie le jour de l'exposition. Et ça, c'est assez rare. Qui n'est pas un droit de regard ou de veto en disant non, pas celle-là ou celle-là. C'était donc la surprise du jour, à l'exposition, de se découvrir pour les photos, pour les modèles. Oui, c'est vrai que je garde un souvenir des vernissages où il y avait énormément de participants, ce qui d'habitude dans une exposition de photographie est assez rare. Donc là, il y avait beaucoup de monde et on avait le plaisir aussi de voir que non seulement les gens partageaient la joie de se trouver affichés là, mais en profitaient pour faire des selfies devant leurs photos et que en fait, si nos expositions ont reçu une couverture de la presse locale, c'était bien, mais il y a eu surtout une diffusion énorme par les selfies que les uns et les autres pouvaient faire, quoi. Donc maintenant, toutes ces photos ont fait l'objet d'une publication, que vous les avez toutes réunies. Oui. Donc ce fameux livre... un très beau livre d'ailleurs. Oui, rassemble... la plupart des photos réalisées, même si on a été, parce qu'autrement il y en avait trop, on a fait des milliers de photos. En fait, on a publié des milliers de photos en 7 ans. C'est vrai que ça commençait à chiffrer. Donc, dans le livre, il y a la majeure partie des photos, et puis surtout ce texte de Sylvain Maresca qui lui a écrit une fiction où un journaliste à la retraite écossais est venu dans le coin pour découvrir le pays de Brocéliande. Il s'attendait à voir essentiellement comment on appelle ça Brocéliande, quoi, les légendes, bon. Et puis, il est tombé sur une exposition, et à partir de là, il a creusé, il a essayé de comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi, comment, et il raconte tout ça dans ce livre. Voilà, c'est cette fiction qui met en scène un petit peu toutes vos photos, quoi. Oui, toutes les photos qui ont été sélectionnées. C'est une fiction qui est à la fois, qui analyse, qui explique, qui lit les années par rapport aux autres. Enfin, c'est un texte qui est important. Et, ça met en lumière et ça met en scène toutes ces photos, finalement. Absolument. Et je dois dire que à l'observation, les photos sont souvent les premières choses regardées dans le livre, et l'accès au texte... alors c'est peut-être un phénomène de société. C'est à partir du moment où il y a image et texte, on a l'impression que le texte passe vraiment en deuxième plan. Alors que quand un éditeur édite, on met d'abord l'auteur et éventuellement le photographe est cité. Donc c'est un peu contradictoire. Et là, on a réussi donc à allier et la littérature de Sylvain Maresca et les photographies de Pascal Glay et François Quignot. Donc, alors ce livre, on peut bien évidemment toujours le trouver. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Hormis samedi, vous en aurez bien évidemment des exemplaires. Samedi, il sera là. Il nous en reste encore quelques-uns. La petite librairie... La petite marchande de prose. La petite marchande de prose, voilà. On a toujours aussi. Et puis... alors après c'est difficile parce que on a eu à la sortie du livre des librairies qui nous en ont acheté, mais il y a tellement d'ouvrages qui sortent que les invendus, ils nous ont demandé de les reprendre et ils les ont pas forcément gardés parce qu'ils savaient que de toute façon ça serait du stock perdu et ils ont préféré nous le redonner. Donc c'est vrai qu'il faut venir samedi, de toute façon c'est fait pour ça. Voilà. Donc, alors ça, c'était votre premier projet, comme je disais, abouti, publié. Ouais. Et puis, vous en avez un autre, là, plus à titre individuel, puisque ça relève plus d'une démarche, je dirais, d'une démarche très singulière qui est propre à François Quignot, je dirais. Oui.
Voilà, expliquez-nous qui est, lui, en cours de réalisation depuis déjà quelques temps. Quelques temps, oui. En fait, qui n'a pas de fin. Qui n'a pas vraiment de fin. Bon, c'est vrai que la relation qui s'est établie avec Pascal Glay dure. Donc on échange toujours, on montre nos travaux, on discute sur nos démarches. Et donc cette collaboration, elle n'est pas finie, on va dire. Et là, chacun de nous développe ses propres projets. Donc ma démarche, moi, elle est très particulière puisque je propose à des personnes de les photographier et de faire une série d'images dont elles seront les destinataires uniques, on va dire. Et ces personnes sont uniquement des femmes. Donc, ça, c'est un choix délibéré de votre part, quoi. Voilà. C'est pas un choix par défaut ou aucun homme ne se serait proposé. Non. Même souvent, on me pose la question, mais pourquoi uniquement les femmes ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand j'ai voulu développer un projet personnel, je me suis posé la question de ce qui me tenait le plus à cœur. Et donc, cette démarche s'est imposée et ça fait déjà un petit peu de temps que je fais ce travail. Et donc, pour chaque personne, chaque femme qui me dit « Ah oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est la première fois pour moi, j'ai pas l'habitude, je suis pas à l'aise. » Et elle dit « C'est pas comme vous avez l'habitude et vous êtes à l'aise. » Et donc, je m'évertue toujours à expliquer que comme mon travail est basé sur la notion de rencontre entre deux personnes, une personne qui se montre et l'autre qui la regarde et en fait des images, c'est très difficile de pouvoir dire « j'ai l'habitude ». Parce que la situation est à chaque fois différente, la relation est différente, et donc le travail va être différent forcément. Oui, parce qu'à chaque fois, vous avez à cœur de bien remettre dans le contexte cette personne, c'est-à-dire sa vie, son univers, son histoire, ce qui lui est propre en fait. Alors au fil du temps, puisque j'ai toujours été... Enfin, ça fait longtemps que je suis photographe et j'ai été portraitiste, j'ai été photographe publicitaire, donc j'ai acquis effectivement une expérience de la notion de pose. Et pour moi, la notion de pose, elle est importante. Même si, souvent, on me dit « Ah ouais, mais moi, je préfère qu'on me photographie sans que je sache. » En fait, sans que je sache, ça n'existe pas, parce qu'on a repéré qu'il y avait un appareil dans le coin, et voilà. Donc, c'est difficile à cacher un objectif. Hein. Oui. L'appareil, il est présent de toute façon, et le photographe se cache derrière. Donc, même si aujourd'hui, on peut se cacher un peu moins, parce que on a des manières de viser qui ne sont plus les visées d'hier. Merci l'avion de chasse. Donc, la notion de pose s'impose et je demande seulement à la personne de me fixer un rendez-vous. Donc, je lui laisse la possibilité de me proposer une date, mais surtout un lieu qui lui convienne. Et donc, il est très rare que, même si on peut discuter avant, mais il est très rare que l'on détermine par avance les photographies que nous allons réaliser. Les photographies qui vont être faites sont le résultat de cette rencontre entre une femme et un homme photographe. L'homme photographe est chargé de faire des images. J'essaye d'avoir une démarche bienveillante, on va dire, et parce que je sais que c'est pas facile, que ça soit d'ailleurs une femme ou un homme, d'être devant l'objectif et de se laisser aller, d'être naturel, surtout composer, faire le clown, on peut toujours, mais voilà, donc vivre un instant à partir duquel on va réaliser des images. Une fois que les images sont réalisées, je les prépare. Toujours, il y a une phase où il faut attendre. Je les montre ensuite et
avec la personne photographiée, on fait un choix d'une série d'images. Et donc la question qui vient ensuite, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de ces photographies ? Donc pour moi, ce qui est important, c'est que la personne photographiée soit détentrice au même titre que le photographe de ces images. Elle y a participé et donc elle a son droit à l'image. Et le photographe a son droit aussi en tant que photographe. Mais ça peut rester dans une boîte à chaussures. Aujourd'hui, les boîtes de chaussures ne contiennent plus de photographes puisqu'elles sont plutôt numérisées. Mais ça peut rester sur un disque dur, sur un CD. Mais mon souhait est de trouver pour chaque personne un moyen de publier le travail qui a été fait. Et ça, cette publication, cette mise en scène, je dirais, c'est toujours en rapport avec la personne. C'est très personnel. Oui, cette publication. Vous adaptez. Cette publication, elle est le résultat de cette rencontre. Donc, en fonction des habitudes, des centres d'intérêt ou de la manière dont chaque femme va vouloir montrer ou pas les photos qui ont été faites, on va choisir une manière ou une autre. Donc, je me rappelle avoir fait pour une femme qui avait un certain âge, on va dire, un petit coffret à partir d'un poudrier que j'avais trouvé dans une brocante et assembler des photographies sous forme un peu de serpentin, d'accordéon, et de les avoir glissées en toute intimité dans ce poudrier. Et donc, bon, voilà, un exemple d'originalité, voilà, de mise en scène. De l'exploitation des images. Parce que, quelquefois, on va sortir une vingtaine d'images, d'autres fois, il y en a une qui va sortir du lot, et j'ai souvenir d'une femme qui m'a demandé est-ce que je peux avoir un agrandissement. Alors, bien sûr, bon. Et pour en finir, on a fait un agrandissement d'1 mètre sur 1 mètre, et cette personne tient un commerce et a mis sa propre photo dans la devanture de son commerce, et une photo d'1 mètre sur 1 mètre. Donc voilà, ça peut être très intime dans un petit coffret pour la femme, et puis ça peut être aussi la femme qui s'attribue l'image et qui la montre à travers une exposition qu'elle crée elle-même dans son commerce. En fait, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. C'est toujours, que ce soit la photo, enfin l'image que vous allez créer, et la mise en scène et la publication que vous allez en faire, c'est toujours le fruit d'une rencontre, et c'est pas stéréotypé du tout, quoi. Voilà. Même dans mon écriture photographique, parce que souvent les photographes ont une pratique qui est linéaire, on va dire, on fait toujours un peu appel aux mêmes techniques, à la même manière de produire des images. Et j'ai cette particularité de ne pas supporter ça. Et donc, à chaque fois, je me laisse aller en fonction de la relation, en fonction du moment, je me laisse aller à des formes photographiques qui peuvent être couleur noir et blanc, manipulées, intérieur, extérieur, voilà. Et donc, j'ai fait un livre qui regroupe, je sais pas, j'ai pas compté, mais un certain nombre de photographies de personnes que j'ai photographiées. Et donc ce livre, c'est une pièce unique. J'essaye pas de le publier et d'en faire une série. J'ai même pas envisagé de le partager. Je le montre. C'est une forme de book, hein, voilà. Et pour chaque personne, il m'arrive de faire des petits livrets, de faire des coffrets avec des tirages. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, mais est-ce que je peux avoir un coffret et faire que toutes les images soient au même format, de manière à ce que je puisse avoir un cadre et changer mes photos régulièrement. Bon, voilà, il y a à chaque fois, c'est du sur-mesure, c'est de la pièce unique. Donc c'est un peu contradictoire entre le premier livre qu'on a édité et qu'on a publié à 600 exemplaires, ce qui est déjà un tour de force.
Et puis là, cette démarche. Alors peut-être que c'est plus, c'est une écriture photographique, comme vous dites, qui est atypique et qui est aussi à votre image, puisque vous êtes quand même peut-être un photographe un petit peu singulier dans votre manière de faire. Une question, est-ce que vous avez il y a des conditions? Est-ce que voilà, si une femme souhaite se faire photographier, est-ce qu'il y a des conditions d'âge, Alors il n'y a qu'une condition, c'est qu'il n'y ait pas de rapport d'argent entre la personne et moi-même. Je suis un passionné, j'ai fait ce job de photographe pour lequel j'étais rétribué. Aujourd'hui, je ne veux pas être rétribué. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, ça va être justement la qualité de la relation, des échanges, et il n'y a pas d'autre condition que celle-ci. C'est-à-dire que n'importe quelle femme qui souhaite se faire photographier peut venir vous rencontrer samedi, par exemple, oui, ou vous contacter et s'inscrire dans cette démarche, quoi. Oui, tout à fait. Et j'ai eu l'expérience d'une personne journaliste qui m'interviewait, qui faisait un article, et puis elle me demandait ce que je faisais comme photo, à part ce pourquoi elle était venue m'interviewer. Donc je lui ai parlé de mon projet. Et elle m'a dit, moi jamais, n'espérez pas, je ferai jamais de photos avec un photographe. Bon. Et je lui ai répondu que je n'étais pas pressé. 5 ans après, elle est venue me voir, toute tremblante, et on a fait une première série de photos. Et 3 mois après avoir fait la première, elle m'en a demandé une deuxième. Donc voilà, et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail. Et à la limite, on va dire que plus la motivation pose problème, plus ça m'intéresse, parce que mon but est aussi de pouvoir donner à chaque femme la possibilité d'avoir des images d'elle-même, comme il y en a sur les catalogues, dans les revues féminines ou autres. Sauf que là, ce sera vraiment au plus près de son univers et de sa personnalité, quoi. Bah oui, j'essaye en tout cas d'être... moi, je n'ai aucun a priori avant une prise de vue, et je ne veux pas... Je me laisse porter, en fait. Je demande... Par la rencontre. Voilà, je me laisse porter par la rencontre, et je demande à la femme à ce que ça soit elle qui prenne la main. D'accord. Donc, mesdames les auditrices, si vous êtes tentées par une série de photos avec cette démarche quand même très singulière, eh bien, n'hésitez pas à venir rencontrer François Quignot, qui sera ce samedi au Salon des auteurs à Notonne, à Breteil. Merci François Quignot. Et puis, merci. et je vous dis à samedi. Eh bien, samedi, et pour les messieurs, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est en parler à leurs compagnes ou leurs amis. Et à les encourager. Merci. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme je vous le disais hier, cette semaine est un petit peu particulière puisque nous sommes dans le cadre du salon des auteurs un automne de Breteuil qui aura lieu ce samedi à la salle Yvon Charlès. Et chaque jour cette semaine, je vais recevoir un nouvel invité qui va se présenter ou au moins nous parler de son travail. Donc cette semaine, aujourd'hui on va parler poésie avec Séverine, si je peux dire Séverine. Oui, tout à fait. Bonjour Nathalie. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, vous venez avec un recueil de poésie. Tout à fait. Comment est né ce recueil ? Parce que c'est le premier, je crois. Oui, c'est le tout premier recueil que j'ai publié. Et en fait, ce recueil est né un peu de mes silences. En fait, mon mutisme m'a conduit vers la poésie, pour acheminer mes émotions intérieures jusqu'à la lumière. Une façon, de me comprendre
et de trouver toujours le mot juste. Et au départ, ces textes étaient un peu dans l'abat-jour d'un écran ou d'un carnet. Et puis, avec l'avènement des réseaux sociaux, finalement, j'ai commencé à publier mes premiers textes, et notamment dans un groupe de poèmes qui s'appelle Poèmes du matin crachin. Et le public fut enthousiaste et m'a porté, donc je me suis sentie un peu pousser des ailes et je me suis dit, allons-y, éditons mon tout premier recueil, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un recueil en auto-édition, c'est ça ? Tout à fait, en auto-édition, voilà, tout à fait. Donc le premier, vous avez choisi, donc vous dites la poésie, donc comme genre littéraire. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a porté vers ce style d'expression, la poésie ? Alors la poésie, finalement, c'est beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Et en fait, finalement, c'est une façon pour moi, justement, de représenter toutes ces images qui sont en moi. Et on trouve beaucoup aussi un rythme de syllabes, des métriques, des rimes. Et tout ça, c'est un peu comme une mélodie, finalement, silencieuse que je porte en moi. C'est pour ça que j'ai choisi la poésie, finalement. Parce que le côté un petit peu ramassé, le côté concis de la poésie est un défi. Finalement, oui. Alors, ma poésie est assez concise. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup les haïkus, qui sont des tercets avec juste le premier vers 5 syllabes, puis 7, puis 5 syllabes pour le dernier. Et c'est très concis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on traduit l'intensité de l'évanescence, de la renaissance d'un geste ou d'un acte en si peu de mots. Et finalement, pour vous démontrer ceci, je vais juste vous citer un exemple. Par exemple, l'ami, la vieillesse, peint tranquillement les traits d'un visage orné. Finalement, en si peu de mots, vous avez dit que la vieillesse, elle vous embellit. Donc c'est vraiment intense. Et c'est même, alors c'est les haïkus, c'est aussi les petits poèmes de quatrain finalement, avec des rimes croisées, continues, tout simples, et avec une petite touche d'homophone qui va apporter justement aussi une puissance des mots. Et je peux vous citer juste un petit exemple. Par exemple, à tous ceux qui m'enterrent de l'appel à la haine, ceux-là ne savent guère que je suis une graine. Et avec ça, vous avez tout dit finalement. D'un côté, on vous écrase de l'appel, donc c'est la demande à la haine, et en même temps, c'est l'homophone, l'appel. En deux mots. En deux mots. C'est l'outil, finalement, de jardin qui vous enterre, et dans les deux autres vers, finalement, vous renaissez d'une graine. Et c'est justement dans la chute, ce qui est plus beau, finalement, dans la chute, c'est le fait de vous relever et vous êtes une fleur. Voilà, vous avez tout dit en si peu de mots, et c'est ça la puissance de ces vers, de cette poésie, finalement. C'est vrai que la fleur, enfin la flore en général, vous inspire. Tout à fait. C'est propre à la poésie ou ça c'est vraiment propre à votre façon de voir le monde ? Oui, alors en fait, dans la nature, je personnifie énormément les éléments de la nature finalement. Je suis peut-être en communion avec la nature, je jardine énormément, j'aime ça, et finalement je retrouve par exemple dans un baiser, c'est peut-être un coquelicot à 4 lèvres finalement, rouge et pulpeuse, qui est butiné par un papillon finalement, ivre, parce qu'un papillon c'est toujours ivre. Quand il vole, il est en amont et en aval, donc il est ivre, et finalement c'est comme un baiser finalement. C'est ça, donc il y a vraiment une envie de personnifier en fait les éléments de la nature et de retrouver des traits de la nature dans notre âme finalement. Et par exemple aussi, on peut retrouver des traits de caractère dans la nature, comme par exemple le courage. Le courage, c'est un peu ce tonnerre qui commence à gronder et ce soleil qui reste caché sous ses couvertures grises, et finalement il y a un rayon de soleil, il lâche un rayon de soleil, il lâche sa couverture et il revient et il chasse l'orage. Et ça c'est le courage finalement. Donc oui, effectivement, cette envie de personnifier la nature, de retrouver les traits de caractère finalement de l'homme dans la nature, effectivement, oui, il y a une communion finalement. C'est vrai que la nature, c'est quand même multiple et varié, donc ça vous permet de trouver énormément de métaphores par rapport à tous ces traits de caractère. Tout à fait, voilà. Il y a une couleur qui revient, que j'ai trouvée qui revenait assez souvent dans votre recueil, c'est le rouge. D'accord. Le rouge, la rose, donc c'est une fleur qui revient. Oui, tout à fait. La rose, pour moi, c'est justement la vie, finalement, puisqu'il y a les épines qui
qui pique, hein, et forcément la rose qui est la soie. Et pour cueillir une rose, finalement, il faut savoir se piquer. Et puis le rouge, comme vous dites, finalement, c'est la passion, finalement. Et en fait, je suis peut-être habitée par cette passion d'écrire, finalement, cette passion de transmettre toutes mes émotions, finalement, vers le monde extérieur, finalement. Oui, c'est ça. Ça m'habite, finalement. C'est vrai que ce recueil, on le sent un petit peu comme un cri, une renaissance, enfin comme si vous aviez eu besoin à un moment donné de vous libérer de tous ces mots, de toutes ces émotions, comme vous disiez, pour renaître ou voilà, pour vous libérer. On a vraiment l'impression que ces mots jaillissent comme une libération. C'est le fait justement de mon mutisme, finalement, le fait de ne plus parler, finalement. J'avais besoin de trouver cette voix pour en fait être l'expression de mon émotion intérieure, finalement, pour pouvoir l'exprimer au monde, finalement. C'est cette envie, en fait, de prendre comme des photos, en fait, avec mes yeux, de prendre ces nuances et de les développer en petits poèmes pour faire ressortir toutes les émotions. J'ai beaucoup d'émotions, je prends beaucoup d'émotions du monde extérieur et j'essaie de les remettre en poésie, finalement. Oui, c'est pas plus mal que de les garder. Oui, tout à fait. Parce que ça peut vite encombrer. Tout à fait. Voilà, c'est le cheminement, justement, pour amener toutes mes émotions vers ce monde, finalement. Oui, voilà, j'ai trouvé cette voie, en fait, finalement. Et alors, le fait, comme vous dites, de recevoir ces émotions, c'est aussi de les rendre en les embellissant grâce à la poésie. Oui, tout à fait. On les sublime. Vous les transmutez, finalement. Voilà, c'est une alchimie, finalement. On les transforme, on les sublime. Et aussi, je pense, par exemple, pour les douleurs, on ne va pas les sublimer, mais on va apporter comme un éclaircissement, en fait, de l'obscurité d'une douleur, par exemple, aussi. Donc, on va plus la comprendre, on va plus l'appréhender, finalement. Et c'est dans ce sens-là pour la douleur, finalement. D'un côté, oui, effectivement, pour sublimer, et aussi pour comprendre, pour appréhender ce monde, finalement. Oui, mettre de la distance aussi. Mettre un peu de distance face à ces douleurs ou à ces ombres. Les sortir de soi, c'est aussi mettre de la distance. Oui, et peut-être se l'expliquer aussi, finalement. Oui, tout simplement. Se l'expliquer, et puis sans mettre vraiment de la distance, finalement. C'est vraiment apporter un éclaircissement, vraiment dégager ces douleurs, finalement, et essayer de les comprendre, et essayer d'avancer avec, finalement. Mais plus on les sort, plus on peut les mettre à distance, et mieux on peut les voir et les comprendre. Oui, tout à fait. Parfois. Mettre de la distance, ok, d'accord, dans ce sens. Oui, c'était dans ce sens-là. D'accord, très bien, oui, tout à fait. Alors, dans ce recueil, vous abordez plusieurs thèmes. L'amour est quand même très, très présent. Je dirais. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est ce qui est le moteur principal dans la vie. Oui, l'amour nous porte de toute façon tous. Et, donne des ailes. Tout à fait, ça nous donne des ailes. Et puis, c'est l'amour effectivement sans frontières. C'est-à-dire que c'est l'amour que je porte, par exemple, pour mes enfants, à qui je fais de fabuleux poèmes concernant le fait que c'est ma passion. Ce sont comme des acteurs et je les observe, je les regarde, je suis en coulisses, qui sont devant ou derrière la scène. C'est ce que je dis. Je ne vois que finalement, je suis le souffleur de leur vie. Alors, je leur dis, allez-y, vivez. Donc, je suis passionnée par mes enfants. Et puis, j'ai aussi... c'est-à-dire que j'écris aussi pour mes muses. C'est-à-dire que j'écris aussi pour les autres, pour ceux qui dégagent, finalement. Et par exemple, ces amours aussi de personnes de même sexe, finalement, qui se battent et qui sont tambour battant, finalement, contre les raisons des mœurs, finalement, et qui n'ont qu'un chant, c'est un chant de tambour de cœur et non un chant d'honneur, finalement. Et ça, je trouve ça très beau, finalement. Quelque part, c'est un peu être le porte-parole de mes muses, voilà, tout à fait, de ces gens qui dégagent, qui ont un aura. Non, pas la parole. Et qui par une interaction, finalement, m'apportent beaucoup d'émotions que j'ai envie de retranscrire, que j'ai envie de leur donner, finalement. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, il y a l'amour des deux sexes, par exemple, opposés, ou l'amour aussi de ces couples qui traversent le temps malgré les obstacles. Il y a tellement de types d'amour. Il y a l'amour aussi volage, ces amours un peu comme un papillon, comme j'expliquais, qui butine une fleur, qui repart avec
précieux nectar de cette fleur, mais qui va renaître par ce précieux nectar. Cette fleur va renaître finalement. Donc c'est toute cette image finalement. Et puis il y a aussi finalement l'amour, peut-être l'amitié amoureuse, comme la sœur de l'amour qui est l'amitié, dont le fil qui sépare finalement l'amour est pratiquement invisible à l'œil nu. Donc voilà, c'est tous ces amours en fait que j'observe et que je regarde à travers mes yeux et qui me donnent envie d'écrire aussi finalement. Alors l'amour, comme vous dites, sous toutes ses formes, sans frontières, mais c'est vrai que vos thèmes, c'est, comme on disait en début, c'est aussi la nature. C'est la nature qui vous permet toutes ces métaphores et c'est aussi une forme d'osmose, d'amour avec la nature ou avec vos congénères. Oui, bien sûr. Mais oui, il y a de la sensualité finalement dans la nature et dans les gestes du quotidien. Et je vais vous parler par exemple d'un texte que j'ai écrit, c'est sur le parfum fleuri. Voilà, c'est le matin quand vous mettez du parfum finalement. C'est une façon, par cet effluve, de vous rhabiller finalement de senteurs sur un coup dénudé finalement. Et c'est chaleureux. Oui, effectivement, il y a de la sensualité aussi dans le parfum fleuri et effectivement, et quand je regardais ce coquelicot, voilà, j'adore la nature, je me balade énormément, je regardais ce coquelicot à 4 lèvres finalement qui se fait butiner par un joli papillon ivre. Oui, effectivement, on voit un baiser finalement. Et c'est aussi un petit bisou Fred du matin qui fait penser un peu qui me transporte au bord de la mer finalement, avec ses yeux qui s'allument comme le phare finalement, des feux lumineux finalement. Et voilà, cette bise dans une manche à air, voilà, c'est ça le baiser. Oui, effectivement, il y a beaucoup de sensualité autre que l'amour de deux personnes finalement. Beaucoup de sensualité c'est dans la nature. Oui, l'amour avec un grand A, voilà, et en général, quoi. Tout à fait, c'est ça. Alors, ces recueils, ces poèmes, je vais y arriver, ces poèmes sont aussi l'occasion pour vous de, parfois, j'ai eu l'impression, de créer aussi une indignation. Surtout, alors je l'ai retrouvé dans certains poèmes, on a l'impression que vous les avez écrits pendant le confinement. Tout à fait, il y en a beaucoup. Et c'est voilà, il y a, oui. Quand vous dites par exemple, alors il y a le nouveau bonjour en coronavirus. Oui, tout à fait. Il y a aussi, alors extrait d'un de vos poèmes où vous dites à toi nouveau collabo, futur votant de facho. Voilà, oui. C'est voilà. Vrai que là on sent quand même un petit peu d'indignation. Oui, j'ai beaucoup de textes qui marquent mon indignation, notamment, voilà, un bonjour en coronavirus, il n'y a aucune indignation par contre, hein, je vais vous dire franchement, ça s'est passé comme ça. Je me rends au magasin, je fais mes courses, c'est le début du confinement. Je croise une amie et on sait plus comment se saluer. Alors, je tourne ma main et voilà, je balance mon panier et je lui dis, écoute, t'es Miss France, je te dis bonjour. Donc en fait, je rentre chez moi, on a trouvé ça drôle effectivement, et j'écris ce petit haïku, je dis bisous abstinence, et je mets en fait seule sa main se balance telle une Miss France. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, une période en fait qui est plutôt écrasante finalement. On se prend encore pour des reines et on se dit bonjour. Ainsi. Oui, c'est ça. C'était la petite touche assez drôle. Et oui, après Alerte Collabo, c'est un peu en fait un récit d'une amie qui pendant le confinement se voit dénoncer par des personnes parce qu'elle se rend à son travail et alors qu'elle a une dérogation et que voilà, elle est sur la route. Alors c'était juste, on est en pleine période d'oppression, on perd un peu pied, nos libertés, etc. Et je trouvais ça incroyable qu'on puisse dans ces moments-là, finalement, puisqu'on est frustré, s'en prendre aux autres, finalement, c'était ça. Donc je me suis dit, voilà, on est en pleine période d'occupation du virus et on a encore des collabos. J'ai dit, c'était magnifique. Donc j'en ai fait un récit, oui, effectivement. Il y a de l'animation, en fait, dans mes textes et j'en ai beaucoup aussi. Et j'en ai encore écrit, je n'ai pas écrit que par rapport au confinement. J'ai écrit aussi dernièrement avec un texte qui s'appelle Réunion non mixte.
Je répondais par rapport à l'UNEF, en fait, toutes ces réunions en fait, qui étaient publiques, mais concernant l'esclavagisme, le colonialisme, et que finalement les Blancs n'étaient pas invités. Et que finalement, sans citer l'homme politique, il disait que finalement, les Blancs n'étaient pas non plus invités à toutes les réunions d'alcooliques anonymes, aucun rapport puisque ce sont des réunions de soins. Donc j'ai fait un petit amalgame en fait de cette réunion non mixte que j'ai nommée acolytes anonymes finalement. Donc voilà, en fait il y a toujours moyen de s'indigner en fait de ce monde, et c'est vrai que de pouvoir le dire en poésie, je pense que le message est beaucoup plus fort. Et de le tourner en dérision parfois. Et de le tourner tout à fait en dérision. Parce que c'est vrai que justement, alors là, quand je disais le confinement, c'est pas c'est quelques poèmes de votre recueil. Hein, c'est pas un recueil du confinement du tout. C'est comme on le disait depuis le début de la semaine, il y a c'est surtout le thème de l'amour, mais sous toutes ses formes. La passion, comme vous disiez, mais là, c'est vrai que ça met, je dirais, un petit peu de légèreté dans une situation dramatique, et de tourner en dérision des situations, comme vous dites, d'indignation, finalement. Oui, d'indignation face. Comment est-ce qu'on peut, dans des situations aussi contraignantes que celles que nous avons vécues encore et qui n'est pas terminée, on peut, plutôt que de jouer de la solidarité, se diviser, quoi. Tout à fait. C'est très étonnant. Voilà, c'était ça, en fait. C'est ce que je voulais souligner, finalement, et c'est vrai, le tourner en dérision, en fait, voilà, en légèreté, et essayer de faire passer un message, finalement. Tout à fait. Alors, tourner en dérision, bien évidemment, avec le jeu de la langue, des mots. Tout à fait. Il y a quand même, il y a aussi un peu de gourmandise dans votre manière de jouer avec les mots comme ça. Si on va dans l'indignation, alors à ce moment-là, on peut parler aussi du texte que j'ai écrit sur non essentiel, finalement. Il y a une gourmandise, en fait, des jeux de mots, puisque avec non essentiel, finalement, je fais un homophone et je le transforme en non, comme la nomination d'essence de ciel, puisque finalement, ces métiers d'art, c'est un peu comme des ailes, ça nous donne des ailes et ça tisse les liens. Donc oui, effectivement, il y a une gourmandise des mots, toujours de vouloir les transformer, finalement, et d'en faire des petits homophones, finalement, et de transformer, et une alchimie, en fait, dans ces textes, finalement, pour justement apporter de la légèreté et de la douceur, finalement, dans ce monde. Oui, effectivement. Il y a longtemps que vous écrivez ? Oui, il y a très longtemps. Comme je vous expliquais, en fait, j'écris depuis mon adolescence, et en fait, c'était une façon, en fait, d'acheminer, je vous disais tout à l'heure, les émotions intérieures vers la lumière, mais c'était pour l'instant caché dans un abat-jour, en fait, c'est ce que j'expliquais de mes textes, finalement. Dans un carnet, et puis avec les réseaux sociaux j'ai osé finalement, mais effectivement dans ce recueil finalement il y a des textes qui ont une dizaine d'années finalement, qui sont un peu peut-être dans mon adolescence, où voilà, j'ai Sans atout, où j'explique un peu finalement à l'adolescence on a tendance un peu à se blesser, c'est la façon dont on joue un peu les caïds, et puis moi j'étais plutôt du genre à tout cœur quoi finalement, et les gens étaient plutôt maîtres de la toupie, qui j'explique que finalement j'en avais jamais et je mettais toujours que de la tout cœur finalement, donc c'était un texte sans atout qui concerne mon adolescence, donc voilà. Donc ce recueil, c'est vraiment la synthèse de ce que vous avez pu écrire depuis que vous êtes adolescente. Tout à fait, c'est ça. Vous écrivez tous les jours ? Alors, ou très très souvent? Très souvent, j'essaye, voilà, dès qu'il y a une émotion qui passe, il faut absolument que le soir, quand je rentre, afin qu'elle ne m'habite pas trop, que je l'écrive absolument, et que voilà. Faut la ressortir. Faut la ressortir absolument, faut qu'elle vienne, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Donc, enfin, je suis habitée par la poésie, effectivement, depuis toujours, finalement. C'est votre moyen d'expression, c'est celui qui vous ressemble. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce partage de vos émotions. Du coup, on peut vous retrouver, chers auditeurs, vous pourrez retrouver Séverine. Donc, votre pseudo, c'est Do-C. Tout à fait. En 2 mots. Tout à fait. Donc, vous serez présente ce samedi donc, au Salon de Breteuil des auteurs un automne avec votre recueil de poèmes. Et il faudra aussi
Où est-ce qu'on peut trouver ce recueil ? Alors, ce recueil est disponible dans toutes les librairies. De toute façon, il est référencé, donc n'hésitez pas. Et autrement, j'ai ma page Facebook, DOC tout simplement, voilà. Et vous pouvez le commander sur ma page. Donc, le titre de ce recueil, c'est « Dans les yeux de mon bel ami, le poème ». Voilà, tout à fait. Merci Séverine. Et puis j'invite les auditeurs à venir ce samedi rencontrer tous ces auteurs. Donc toute la semaine, je vais essayer de vous présenter un tour d'horizon de toutes les personnes que vous pourrez rencontrer à ce salon. Merci Séverine et à samedi. Merci Nathalie. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du Salon de Breteuil, des auteurs un automne, Il était une fois un livre reçoit Christiane Lecoq-Piel, biographe, pour nous parler de son métier. Bonjour Christiane. Bonjour. Donc, vous êtes biographe, comme je le disais. Comment vous est venue cette envie d'écrire la vie des autres ? Écrire la vie des autres. Alors en fait, la vie des autres m'a toujours intéressée. J'ai exercé plusieurs métiers qui ont toujours tourné autour de la personne, notamment dans l'animation, dans des mouvements d'éducation populaire, etc., de la formation d'adultes. Et donc la vie de l'autre m'a toujours intéressée. Et l'écriture m'a accompagnée quelque part, a toujours été un plaisir d'écrire. Et lorsque j'ai terminé une de mes missions il y a quelques années, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement encore, que j'ai envie de réaliser, et j'ai pensé à l'écriture. Et donc je me suis intéressée au métier autour de l'écriture, en lien avec ma passion pour le goût de l'autre et de sa vie, et je me suis orientée vers deux activités professionnelles qui m'intéressaient. C'est l'animation d'ateliers d'écriture, pour permettre l'expression des mots et des vies, et puis aussi le plaisir, le travail de la parole, du mot, de l'écriture. Et puis la biographie est apparue, ça a été un peu comme quelque chose de lumineux qui m'est apparu comme c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu as envie de faire. Une évidence, voilà. Une évidence dans l'idée de permettre l'écriture de vie d'une personne. Personne ordinaire en général dont on n'a pas l'habitude de lire les histoires, alors qu'en fait, des fois, on va chercher l'extraordinaire chez les héros, et il y a aussi les héros du quotidien, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est ma conviction, c'est que les petites histoires font la grande histoire. Et vraiment, il suffit de lire des biographies de gens du territoire, et on se rend compte que quelle que soit l'époque, c'est bien la vie des gens qui a imprimé le cours de l'histoire de leur territoire, par exemple. Donc ça, c'est une conviction. Et puis, une autre motivation, c'était l'idée de valoriser ces histoires. Alors ça, c'est ma conviction personnelle. Et elle vient rencontrer quelque part la recherche et la demande de personnes et de familles qui ont envie que le côté précieux de la vie de quelqu'un, de leur père, de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère, en tout cas pour cet aspect des biographies de personnes plutôt âgées, ils ont envie que ça ne soit pas perdu. Et puis le fait que les familles ne vivent plus en proximité, que parfois les petits-enfants sont loin des grands-parents, empêche un peu cette transmission d'une vie qui n'est pas seulement, j'allais dire, une vie, un livre sur l'étagère. C'est quelque chose d'une transmission du vivant. C'est une âme, un souffle vivant, et c'est aussi le fruit d'une expérience humaine qui, pour moi, s'inscrit dans une chaîne d'humanité et va servir quelque part, va germer autrement dans la découverte et la lecture de ceux qui vont, les petits-enfants ou d'autres, des compagnons de lutte, des compagnons d'engagement, des gens du territoire,
la découverte d'une expérience de vie, du fruit, d'une relecture de vie aussi, elle est tellement précieuse qu'elle va germer autrement dans le cœur et la vie quotidienne de quelqu'un d'autre, dans l'engagement de quelqu'un d'autre, etc. Et elle peut donner aussi des envies, enfin Voilà. même si on a des époques différentes, mais justement cette idée d'engagement ou de militant, c'est vrai que les quelques histoires auxquelles j'ai pu avoir accès, il y a des vrais tempéraments de militants, enfin d'engagement au collectif, au service de la collectivité, qui peuvent se retrouver comme ça dans les familles ou à côté, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me fait penser à une de mes biographies là. En fait, je dis mes biographies, mais c'est surtout l'auteur qui est la personne qui est l'auteur de sa vie. Ça peut être sur le côté des engagements, sur cet aspect-là dont vous parlez, mais également sur la vie toute simple, engagée, sans faire de tralala intellectuel là-dessus. Je pense à une histoire où une famille a accueilli 3 familles réfugiées du nord de la France pendant la guerre. Ils ont accueilli pendant 1 mois et demi chez eux, nourri, logé, accompagné 28 personnes dans leur petite ferme du sud de l'Ille-et-Vilaine. Et ça dit beaucoup pour les gens d'aujourd'hui sur l'accueil des migrants, par exemple. Qu'est-ce qui est possible? En gros, on peut dire la fameuse phrase « ils ne savaient pas que c'est impossible et donc ils l'ont fait ». Et aujourd'hui, le témoignage de cette grand-mère auprès de ses petits-enfants a bouleversé, a interpellé, a touché. Au point que certains de ses petits-enfants, par exemple, ne la côtoyaient pas forcément beaucoup et sont retournés voir leur grand-mère en disant « mais en découvrant son histoire à travers ce livre, je découvre la femme qu'était ma grand-mère ». Qui n'était pas simplement ma grand-mère, quoi. Qui n'était pas simplement ma grand-mère. Voilà. Est-ce que parfois ça a pu arriver que ces témoignages de vie ont pu être l'occasion de discorde? Là, vous parlez de rapprochement. Oui. Est-ce que, à l'inverse, ça peut parfois provoquer des discordes dans les familles, ou peut-être que ça ne s'est jamais produit en ce qui vous concerne? Alors là, je suis relativement, une jeune biographe, parce que cela fait un peu plus de 2 ans et demi que je travaille dans ce métier-là. Je n'ai pas vu d'exemple de discorde, tant mieux. Je sais que ça peut arriver. Et là, effectivement, par contre, comme je viens de le dire à l'instant, c'est plutôt du rapprochement qui a été provoqué. Et je me suis dit, si ce livre, si moi j'ai pu servir quelque part de transmission entre la parole, l'oralité, le récit de vie et l'écriture qui devient un objet vivant, mais qui n'est plus un objet, qui est juste une transmission, un héritage vivant, qui permet un rapprochement et quelque part une recréation de quelque chose au travers des personnes qui le lisent et qui le découvrent, c'est très bien. Mais je suis consciente qu'il peut y avoir des discordes. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire la biographie de quelqu'un qui n'est pas du tout du monde rural. Et pour l'instant, c'est une relecture de vie pour cette personne. Et c'est pas clair dans sa tête que ça puisse servir à ses descendants. Et c'est du coup un mystère si ça va sur le produit, le fruit que pourra donner la lecture de cette biographie. Est-ce que ce sera du rapprochement ou autre chose, ou de l'échange, du questionnement? Pourquoi pas? On verra. Qu'est-ce qui motive ces personnes qui viennent vous voir à justement vouloir laisser un témoignage écrit de leur vie? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes motivations. En fait, pour quelques-unes, ce sont plutôt les enfants ou les petits-enfants qui demandent, qui disent « Papy, c'est trop précieux ce que tu racontes là, il ne faut pas perdre ça, il faut l'écrire, et puis on pourra t'en reparler, etc. » Donc c'est une demande plutôt qui émane des descendants. Ça peut être aussi de l'entourage. Parfois, une personne engagée dans une commune, dans un pays, l'entourage lui suggère de transmettre l'expérience de ses engagements et l'impact positif qu'il y a pu avoir de ces engagements. Ça, c'est autre chose. C'est aussi une demande de l'entourage, des confrères, des compagnons de route, quelque part. Et puis, j'ai une personne qui m'a dit « J'ai eu une vie
comme tout le monde, mais en même temps une vie singulière, avec des expériences singulières, des expériences de joie, mais aussi de souffrance, etc. Et de là, j'en ai ressorti des convictions sur la vie, des valeurs. Et bien ça, j'ai envie de le transmettre. Et cette personne-là, d'ailleurs, m'a confié son expérience de vie, ses valeurs, et je suis chargée de donner le livre de sa vie et surtout le fruit de son expérience. Ça n'a rien de chronologique. Les actes au quotidien, elle s'en fout. Mais moi, je suis chargée de donner le livre après son décès à ses enfants. Et là, c'est une condition après le décès. Oui, c'est une condition. C'est un petit peu ses valeurs spirituelles d'expérience humaine, si je peux le formuler comme ça. C'est un peu délicat d'ailleurs d'oser exprimer quelque chose d'un tel désir d'une personne. C'est difficile d'employer mes mots à moi qui sont en fait ses mots à elle en fait. Oui, parce qu'à chaque fois, vous retranscrivez des histoires qu'on vous raconte. Donc, vous utilisez les mots de la personne ou c'est difficile, ça doit être difficile la frontière entre les deux finalement. Tout à fait. En fait, j'ai suivi une formation à Paris, chez Aleph Écriture, une formation de biographe. J'ai appris le métier de biographe parce que ça me semblait important et indispensable. Il ne suffit pas d'aimer et de savoir écrire pour exercer ce métier. Cette formation vous a permis de théoriser quelque part cette façon cette envie que vous aviez d'écrire la vie de l'autre. Oui, tout à fait. Il y a une technique en fait. Oui, en tout cas, il y a des points d'attention très importants. Il y a une forme de déontologie du métier de biographe. Justement, il y a le respect de la parole de l'autre. On ne fait pas un roman sur la vie de quelqu'un, on respecte sa parole. Et quelque part, je me sens comme une sorte de courroie de transmission, mais c'est pas très joli comme expression, mais l'écoute de la parole de l'autre, de ses mots est importante, parce que je vais retranscrire ces mots, mais quelque part ensemble, en passant de l'oralité à l'écriture, on tisse une toile, la toile de ces moments importants qu'elle choisit de dire, de se dire, et c'est une toile de ses mots et de sa vie, qui respecte son expression. Et ceux qui vont lire, qui la connaissent, doivent quelque part retrouver la personne. C'est-à-dire, ils ne doivent pas trouver mes mots à moi, mais j'aide, je collabore, je permets que tout son récit soit construit dans un livre, dans une écriture et de récits et dans un livre, tout en respectant ses mots. C'est vrai que souvent les mots qu'on utilise à l'oral ne sont pas forcément ceux qu'on va utiliser à l'écrit. Et de là, rester dans le fil et dans l'idée de ce que veut transmettre la personne. C'est ça. Mais au niveau il y a une méthode justement qu'on apprend à la formation d'Aleph Écriture. C'est que le principe, c'est que je rencontre d'abord la personne, on établit une confiance. Et puis, on clarifie sa demande, ses besoins. Et puis, on entreprend des rencontres. Moi, en général, les rencontres durent autour d'1h30, 2 heures. J'enregistre pour avoir aussi une sécurité sur le récit oral de la personne. Et après, entre 2 séances, je retranscris ce que j'ai entendu et j'envoie ou je porte ou je fais relire lors de la rencontre suivante ce que j'ai écrit afin de vérifier auprès de la personne que ce qu'elle a voulu dire, je l'ai bien retranscrit, afin de rester en vérité avec ce qu'elle a vraiment exprimé. C'est très important parce que c'est une vérité, une fidélité à ce qu'elle veut transmettre et puis ce qu'elle trouve d'important à dire. Et il faut vraiment veiller à l'utilisation des mots parce qu'on peut parfois, sans le vouloir, glisser sur une interprétation autre. Subjective, un petit peu. Subjective, où il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on veut dire ou qu'est-ce que la personne veut dire derrière ce mot-là, précisément. Et donc, c'est très important. Il m'est vraiment arrivé de relire avec des personnes lors des rencontres intermédiaires comme ça, qui avancent petit à petit vers l'écriture totale du récit qu'elle veut transmettre, de discuter de telle ou telle expression pour se dire c'est bien ça que les lecteurs vont comprendre et c'est bien ça que vous vouliez dire. Il se passe combien de... Alors ça doit être variable peut-être en fonction des récits, mais en moyenne, vous avez combien de rencontres comme ça entre le premier contact et l'écriture définitive de l'histoire ?
Alors, dans mon expérience actuelle, la plupart des récits de vie et des biographies que j'ai réalisées ont été construites à partir de 5 rencontres. 5 rencontres, mais qui duraient, pour certaines, je restais à manger parce que je connaissais les personnes. Ça crée des liens. Ça crée des liens et de la confiance. Et en gros, autour de 2 heures d'écoute, une retranscription prend au moins 3 fois plus de temps. Et puis après, on construit la toile de vie qui nous a été transmise par oralité. Et puis on vérifie à chaque fois que la personne est d'accord. Et le final aussi. Et puis un aspect qui est important aussi, ce sont les photos, parfois, la plupart du temps d'ailleurs, qui illustrent des événements importants. Et la photo va aussi quelque part éveiller une sensation, un sentiment, un souvenir aussi peut-être. Voilà. Et du coup, ça va m'amener, moi, à enrichir l'écriture, parce qu'au-delà de ce que la personne aura raconté, quelque part, elle va raconter autrement et quelque chose de plus et de vivant à partir de son regard sur la photo, de sa sélection des photos. Oui, parce que vos biographies sont quand même riches en photos. Ah, celles-ci, oui, elles sont riches en photos. Tout dépend aussi de l'objectif. On sent bien, il y a des personnes qui ont plus transmis une demande que j'ai eue pour une femme, là. Ses enfants voulaient qu'elle retransmette beaucoup les savoir-faire pratiques agricoles et la vie quotidienne des femmes des années 30, par exemple. Et du coup, j'ai plus travaillé sur les processus, plus que sur, le sens qu'on pouvait y mettre. Mais ceci dit, il y a toujours du sens. Parce que dans les biographies que j'ai réalisées jusqu'à présent, justement, le rôle de la femme dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie territoriale, citoyenne, elle est intéressante à regarder, à lire, pour des femmes d'aujourd'hui, par exemple. Aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est souvent l'occasion de faire revivre des époques, des mentalités, oui. Des traditions. Oui. Et c'est vrai que pour les générations qui viennent après, ça peut être une découverte totale, surtout quand, comme vous disiez, aujourd'hui, les générations ne vivent plus ensemble. Et non seulement ne vivent plus ensemble, mais parfois même pas à proximité géographique, oui. Et n'ont plus l'occasion de transmettre leurs expériences. Oui. Et là, c'est vrai que ces témoignages, c'est vraiment l'occasion de se replonger dans dans ces époques. Aussi la guerre. C'est vrai que là, les personnes sont souvent un petit peu âgées, donc ont connu la guerre. Oui. C'est un épisode qui leur tient à cœur, ce qu'est la guerre, ou pas plus que ça dans leur expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose de capital, enfin d'une expérience vraiment incontournable. Et comment elles vivent, ces personnes ? La guerre, de toute façon, on les a marquées. A été importante, vous avez pu le voir dans les quelques récits, et en même temps, c'est un passage incontournable, mais leurs conditions de vie, la manière dont ils ont vécu leur jeunesse, leur enfance déjà, la manière, l'école, l'enfance, le mariage, le travail, c'est autant d'éléments importants, et la guerre en fait partie quelque part. Après, c'est pas une généralité ce que je raconte là, parce que si je reviens vous voir dans 2 ans, j'aurais côtoyé, rencontré d'autres personnes, et peut-être que je dirais autre chose. Mais je pense quand même, on pense à la guerre 39-45 qu'elles ont toutes vécues là, mais il y a aussi la guerre d'Algérie. Moi, j'ai été très touchée par ce que m'a raconté un monsieur sur son service militaire en Algérie, et du rapport des Français en Algérie. C'est vraiment, c'est presque du document historique. Parce que ça dit quelque chose qui va au-delà de la vie même de cette personne. C'est vrai que, comme vous le disiez, des fois c'est aussi l'occasion de remettre en perspective la grande histoire. Voilà. À travers ces histoires ordinaires, qui ne sont pas forcément si ordinaires que ça, mais qui n'ont pas forcément marqué les médias ou qui n'ont pas fait de grands éclats, mais finalement, c'est une remise en perspective, quoi, par rapport à ces grands moments de l'histoire. Voilà, tout à fait, c'est une remise en perspective. Et c'est aussi l'occasion, je pense, pour les gens
qui sont les enfants et les petits-enfants aujourd'hui, quand ils lisent des choses de la vie de leur grand-père, par exemple, je pense à quelqu'un là, il a fait ça. Il a fait ça. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui comment les premières mutuelles sont nées, que des gens pas riches ont mis de leurs petites épargnes ensemble pour créer collectivement les premières mutuelles, les premières assurances, les premières coopératives. Et c'est ce monde qu'ils ont monté après la guerre 39-45, nous en bénéficions encore aujourd'hui. Et quelque part, nous oublions la valeur humaine, spirituelle et collective qu'elle portait. Et parfois, c'est presque, j'allais dire, sali. Je cherche le mot, c'est pas le mot là, mais aujourd'hui, il y a une... comment dire, le sens est complètement oublié et on le détourne. Galvaudé. On est galvaudé et plus que galvaudé, et on le détourne. Surtout, par exemple, sur le plan des coopératives, par exemple. L'esprit coopératif qui a été créé après-guerre, tout comme la sécurité sociale dans d'autres domaines, il est bon d'aller le relire dans ces histoires de vie pour replacer les choses là où elles sont, et parce que c'est aussi quelque part un enseignement et une idée pour reconstruire autrement, faire germer autrement ces expériences de vie, ces constructions. Bien sûr, elles ne vont pas être construites de la même manière aujourd'hui, nous ne sommes plus à la même époque, mais elles restent... L'esprit peut rester le même. Pardon ? L'esprit peut revenir. Voilà. Les fondamentaux sont toujours là, quelque part. Ils sont à adapter, à se mêler à l'époque d'aujourd'hui, mais les fondamentaux restent là. C'est ça aussi qui est intéressant dans les lectures d'histoire de vie, c'est que ce ne sont pas des vies mortes, ce sont des vies... C'est une transmission d'âme et de souffle vivant et d'expérience humaine qui doit servir à l'humanité d'aujourd'hui. C'est entre autres une de mes motivations à faire ce métier. Au-delà du plaisir d'écouter les histoires de vie et de manier l'écriture avec ces personnes-là, quoi. Et de permettre d'accoucher d'histoires qui seraient restées dans des tiroirs ou qui auraient été oubliées avec le décès de ces personnes, quoi. Tout à fait. Et j'aime bien quand vous dites accoucher l'histoire, parce que ces personnes-là, en se disant et en racontant, elles accouchent, en gros, elles relisent leur vie et elles accouchent de leur vie. J'ai entendu des confidences de certaines personnes et des confidences qu'elles n'avaient pas encore dites. Et du coup, quelque part, il existe un métier d'ailleurs qui s'appelle biographe thérapeute. Je n'ai pas la prétention, je n'ai pas fait la formation, mais il est clair que ça permet une libération. Et parce qu'il y a des choses qui se disent qui n'étaient pas encore sorties du cœur, quoi, quelque part. Alors, si on a envie d'écrire ou de laisser une trace de sa vie, comment on fait, à part venir vous voir samedi, là, au Salon de Breteuil, pour vous dire, voilà, je suis intéressée. Comment est-ce qu'on fait ? On tape votre nom sur Internet et on peut avoir accès à vos coordonnées, enfin, au moins à votre contact. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de site, mais on peut taper mon nom, Christiane Lecoq-Piel, sur Internet. Et quand je tape mon nom, je vois que je suis en haut pour... Vous êtes référencée ? Non, je ne suis pas en haut par rapport... Oui, je suis référencée. Je veux dire, c'est le métier de biographe qui est en haut par rapport à mes autres activités. D'accord. Voilà. Bon, bien écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Donc, avis aux amateurs maintenant, et si des personnes ont envie, voilà, ou qui connaissent quelqu'un qui aurait une histoire à raconter ou une vie à raconter, ils peuvent vous contacter, donc comme on disait, en tapant votre nom sur Internet ou bien en venant vous voir samedi. Donc je rappelle le salon de Breteuil des auteurs un automne qui se tiendra ce samedi à la salle Yvon Charlès. Merci Christiane Lecoq-Piel et à samedi. À samedi, merci beaucoup. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Toujours dans le cadre du Salon des auteurs un automne qui aura lieu ce samedi 6 novembre à Breteuil, salle Yvon Charlès.
Il était une fois un livre reçoit aujourd'hui Michel Muret, un collectionneur de cartes postales qui sera là à ce titre-là d'ailleurs et qui en a sélectionné un nombre certain pour notre plus grand plaisir à vous présenter donc ce samedi. Bonjour Michel Muret. Bonjour. Donc vous collectionnez les cartes postales. Depuis quand ? Alors, quand est-ce que vous avez commencé ? Je suis collectionneur, disons, depuis l'âge de 8 ans. De cartes postales ? Non, j'ai commencé par les timbres, que je n'ai pas arrêté du tout. Et dans les années 70, sur des salons, j'ai découvert la carte postale. Et depuis, je continue. Mon domaine, c'est l'ancien arrondissement de Montfort, qui a été, disons, arrêté en 1926. Et les cartes postales, pour moi, commencent dans les années 1860-70 par les Prussiens. La première carte postale est arrivée en Prusse. Et depuis, ça évolue. En les années 60-70, la guerre de 70 est passée. Il y a eu des cartes postales émises. Après, il y a différentes sortes de cartes postales. Vous, la plus ancienne que vous avez en votre possession, elle date de quand ? Des années 75 à 80. 1800, oui, 75. Oui, parce que... oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur certaines cartes postales, il y a juste marqué dessus « carte postale ». Ça, c'est les toutes premières ? Alors, c'est ce qu'on appelle les précurseurs. Les précurseurs, ce sont des cartes postales qui ont été émises par la poste avec le timbre sur le recto. Voilà. Mais là, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est juste carte postale uniquement. Mais on pouvait s'en servir de courrier quand même. Exactement, oui, parce qu'on pouvait écrire au dos, au verso. Oui. Alors, vous dites aussi que vous êtes un philatéliste. Oui. De quand date le premier timbre à peu près ? Alors, le premier timbre, c'est un timbre anglais. Il doit dater de 1842. Et en France, le premier, qui est le numéro 3, suivant Hiver et Tellier, il est sorti le 1er janvier 1849. D'accord, donc ça, c'était les premiers timbres comme on les connaît aujourd'hui. Oui, naturellement. Bon, ils ont évolué. Comme oui, toute bien chose. sûr. Mais avant, c'était taxé différemment, c'est ça, le courrier voyageait. Disons qu'avant l'apparition du timbre, le courrier voyageait, il y en avait nettement moins, parce que les gens n'écrivaient pas énormément. D'ailleurs, il y avait beaucoup qui ne savaient pas écrire. Et il y avait une taxe, c'était une taxe qui était en port dû. Maintenant, on paie le timbre, on le pose dessus, et on paie en même temps, alors qu'à l'origine, c'était expédié et le destinataire payait sa taxe. Voilà. Donc en fait, c'est le destinataire qui payait le courrier. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'expéditeur. Maintenant, c'est l'expéditeur, systématiquement. Sinon, le courrier est taxé. Oui. Puis, ou alors, c'était comme le téléphone, on appelait en PCV. En PCV, c'est ça. Oui, donc tout à fait. Là, les courriers, c'est ça correspond à la même chose, sensiblement. Hein. Donc maintenant, ça a changé. Voilà, exactement. Donc là, samedi, vous allez venir, vous n'allez pas venir avec des timbres, vous allez venir avec... je présente des cartes postales. Alors, vous avez parlé de l'arrondissement de Montfort, c'est ça ? Oui. Alors, à savoir qu'il est beaucoup plus étendu que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est différent maintenant. On parle de communauté de communes, alors qu'avant, c'était un arrondissement qui représentait 5 cantons et 46 communes. Oui, donc ça peut aller jusqu'à Becherel, jusqu'à Montauban. Enfin, ça va. Disons qu'on a Becherel comme canton, Montauban, Saint-Main, Plélan et Montfort. Et ça faisait partie de l'arrondissement de Montfort. C'était l'arrondissement de Montfort, tout à fait. Donc vous avez des cartes postales sur à peu près toutes ces communes ? J'ai des cartes postales sur toutes ces communes. Est-ce qu'il y a des communes qui sont plus populaires ou qui ont été photographiées plus que d'autres ?
Oui, naturellement. Montfort est déjà un site assez important, mais on peut prendre Paimpont, qui a énormément de cartes postales. Voilà. Paimpont. Par contre, on prend des petites communes comme Lanouey ou Bléreuil, on trouve pratiquement pas de carte postale. Et vous êtes fourni où quand comment vous avez nourri votre collection? Eh bien, disons qu'au départ, c'est dans des salons philatéliques où j'ai trouvé des cartes postales. Et ensuite, j'ai fait des salons de cartes postales. J'allais, je voyais avec les marchands, les négociants qu'il y avait, bon, ce qui m'intéressait, ce qui ne m'intéressait pas naturellement, parce qu'on ne peut pas tout acheter d'une part. J'étais satisfait très souvent parce que je rentrais avec quelquefois 15-20 cartes que je ne connaissais pas, que je n'avais pas. Maintenant, ça devient très difficile. Il arrive où je fais encore des salons, je ne trouve rien. Parce Voilà. que votre collection est suffisamment nourrie ou bien c'est la source qui se tarit? Ben, la source se tarit dans un certain sens, mais on retrouve souvent les mêmes choses. D'accord. Voilà. Vous en avez combien à peu près en tout? Un peu plus de 4000 des cartes. 4000. Oui, Oui, ça commence à faire un fond, quoi. un petit peu, oui, un petit peu. Oui. Et là, vous en avez sélectionné combien pour venir samedi? Je crois que c'est 492, précisément. Ah oui, quand même. Oui. Donc elles vont concerner quelle commune à peu près? L'arrondissement aussi toujours? Toutes les communes de l'arrondissement. Je les présente toutes. Voilà, vous n'avez pas resserré autour de Montfort. Non, j'ai fait des panneaux sur un panneau par canton. Voilà, ce qui fait qu'on voit défiler les communes. J'ai essayé de les classer par ordre alphabétique sur les panneaux, de façon à ce que ce soit à peu près cohérent. Maintenant, j'ai choisi, disons, de belles cartes dans l'ensemble. Bon, elles sont toutes belles, vos cartes, j'imagine. En tant que collectionneur, si Elles vous sont les avez belles, choisies. oui, mais il y en a qui ont beaucoup plus d'attrait que d'autres. Il y en a qui ont des personnages, ou il y a d'autres, il n'y a pas de personnages, c'est juste un bâtiment, uniquement. Il y en a d'autres, ce sont des commerces, des devantures, des choses comme ça. Donc en fait, ce sont des témoignages d'époque. Oui, tout à fait, mais c'est une... Disons que pour moi, c'est un patrimoine. Ça fait partie du patrimoine, ces choses-là. Ce fonds que vous avez réuni, est-ce qu'il vous arrive et est-ce que si par exemple un auteur qui écrit un ouvrage historique ou autre a besoin d'iconographie, est-ce qu'il peut vous contacter pour éventuellement voir votre collection? Est-ce que ça, c'est une démarche que vous acceptez? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est le but de la présentation avec le Salon des auteurs. On m'a demandé de me présenter pour que les auteurs, s'ils ont besoin de quelque chose pour présenter dans leur livre ou leur récit, je peux faire quelque chose. Voilà, Voilà. vous prêtez, Enfin, je prête, il faut un cliché. Oui, puis, bien sûr. Voilà. Et chacun s'en va de son côté content. Oui, parce que c'est quand même une belle collection. Vous trouvez? Ah oui, C'est oui. bien. Oui, parce que je trouve elle donne une idée de la carte postale à une époque qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ah ben c'est totalement différent. Alors, les thèmes, par exemple, aujourd'hui, quand il y a encore un petit peu de cartes postales à la vente, Oui. souvent c'est des lieux géographiques, enfin ça Oui, représente le coin, des Disons plages. que c'est pour le tourisme. Oui, voilà. C'est très touristique à ce moment-là. Alors qu'au début du fin 19e, début 20e, c'était aussi des témoins de société, quoi, des témoignages de société. Tout à fait, oui. Mais enfin, il y en a toujours pour tous les goûts. Hein. Oui, mais Pas... je pense qu'il y a des cartes postales qui ne se feraient plus aujourd'hui. Alors, je pense à une notamment qui s'appelle « Le déjeuner d'un vieux mendiant de la forêt de Paimpont ». Oui, c'est exact. Aujourd'hui, ce serait inconcevable d'avoir ce genre de carte postale. Et est-ce qu'elle se vendrait?
D'ailleurs, il n'y a plus de mendiants non plus dans la Où on forêt les de cache Papon. Où on les cache. Oui, c'est ça, peut-être. Alors, ce sont peut-être les petits corrigans de la forêt. J'en sais rien. Bon, alors ceux-là, peut-être qu'on les vendrait, mais Oui, enfin, c'est vrai que c'est quand même très étonnant. je ne peux pas dire exactement comment c'est, parce que l'époque a changé, tout a changé. Alors moi j'ai été très, très surprise. Vous m'avez fait le plaisir d'avoir accès à cette collection. Alors c'est vrai que sur les cartes on retrouve des monuments, bien sûr, Oui, mais il y a aussi par exemple une photo de classe. tout à fait, oui. Parce que faut se dire que la carte postale était quand même censée être un courrier, pas forcément qu'un témoignage de société. Ben, c'était pour le courrier. Donc Mais il y a quand même le témoignage avec. C'est pour ça que je dis que c'est un patrimoine tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont disparu dans ces cartes. Alors c'est renouvelé avec autre chose. Mais bon, c'est du passé, il n'y a rien à faire. Oui, c'est vrai que... Voilà. Alors, il y en a une autre aussi, alors qui m'a bien étonné. Ce sont les noces d'or d'une vieille bonne sœur de Gaël. Exact. Vieille bonne sœur. Exact. C'est bizarre. Maintenant, ces noces d'or, c'est peut-être son sacerdoce, disons, qu'elle a, disons, reproduit. Ça a été photographié avec ses demoiselles d'honneur et tout. C'est typique comme carte. Oui, Voilà. mais c'est vraiment très étonnant, quoi. Quand je disais que votre collection était riche, c'est que vraiment on y trouve de tout, même les choses les plus surprenantes. Oui, naturellement, mais disons que dans la carte postale, on peut trouver absolument tout. Qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Tout. Ben, c'est différent parce que maintenant, c'est pour je le disais Oui, tout de suite, c'est pour le tourisme. Voilà. Alors qu'avant, on était vraiment dans cette idée de patrimoine. Ben, c'était local. C'était local, il faut dire ce qui est. Ça restait sur la commune. Bon, il y a des choses qui sont différentes maintenant. Ce sont les cartes photos qui sont très recherchées, mais quelquefois, il y a des cartes photos, on ne peut pas les situer. Alors que vous, elles sont toutes... moi, celles que j'ai, elles sont toutes situées. D'accord. Donc c'est aussi alors bon, on y voit aussi des scènes de la vie quotidienne. Hein, oui, ce qui est normal. Voilà, il y a des troupeaux de moutons, des lavandières. Oui. Mais il y a aussi un cimetière. C'est exact, oui. Il y a un cimetière privé en plus. Un cimetière privé. Oui. Ça se trouve chez les Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Pern, qui est dans l'arrondissement de Becherel. Voilà. Alors j'imagine un destinataire qui reçoit un courrier, une carte postale avec un cimetière dessus. Ça doit être étonnant quand même. Oui, maintenant, je suppose que ce genre de carte, étant donné un cimetière privé, ça ne voyageait que dans le cercle des religieuses, en grande partie, disons. Oui, parce que c'est quand même un sujet... Oui. Mais il faut bien se dire aussi que dans les petites communes, les cimetières étaient pratiquement toujours autour de l'église. Oui, mais de là à les photographier pour en faire des cartes postales à visée de courrier... Oui. J'espère que les nouvelles sont bonnes quand même. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises, hein, comme partout. En tous les cas, comme je le disais, c'est vrai que votre collection est une mine de renseignements pour un auteur qui fait un ouvrage historique. Oui. C'est vrai que c'est quand même incroyable, quoi. Tout à fait, mais pour ça, on prend la carte postale, on l'étudie et on en parle. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc, vous, c'est ça. Vous les connaissez toutes? Vous les avez toutes décortiquées? Qu'est-ce qui vous fait choisir telle carte postale plutôt qu'une autre? Disons que c'est le problème de la collection. J'ai ou je n'ai pas. Voilà, j'ai, ça ne m'intéresse plus. Je ne l'ai pas, ça m'intéresse énormément. Ah, c'est plus dans ce sens-là. Pour moi, la collection, c'est ça. D'accord, c'est pas tant dans le sujet qui est traité. Le sujet, on peut le trouver ailleurs aussi. C'est parce que moi, c'est sur les communes, les 46 communes de l'arrondissement, je travaille là-dessus. Mais on peut trouver la même chose dans d'autres arrondissements.
dans d'autres départements, sur la France entière. Oui, mais quand vous achetez, vous l'achetez parce que vous ne l'avez pas. Ben oui, naturellement. Mais ça Sinon, pourrait être aussi parce que, tiens, c'est un sujet qui vous intéresse. Il y en a quelques-unes, il ne faut pas dire le contraire. Mais mon gros sujet, c'est l'arrondissement de Montfort. D'accord. Voilà. Bon, vous en êtes à combien, vous dites ? 4000 et des poussières, un peu plus de 4000 cartes. Donc, heureusement que vous vous en tenez à l'arrondissement de Montfort. Oui, naturellement. Sinon, c'est pas possible. Sinon, parce que ça prend quand même de la place. C'est ce que j'allais dire. Après, il faut stocker, quoi. Voilà, exactement. Surtout que je n'ai pas que ça. Voilà. Oui, alors, vous collectionnez, comme vous disiez, les timbres. Oui. Et alors, vous collectionnez aussi les marques. Les marques postales, oui. Les marques postales. Ce qui est de la marcophilie, disons que la marcophilie, c'est l'étude des courriers passés par la poste, en règle générale, où il n'y a pas de timbre. C'est avant l'apparition du timbre. Donc après le timbre, les marques ont disparu. Ah ben les marques ont disparu. Enfin, elles sont remplacées par les cachets postaux. Voilà. Donc ça équivalait à une taxe, ces marques-là ? Il y en a avec des taxes, oui. Mais sinon, on peut trouver un cachet postal linéaire de Montfort-sur-Meux, ou de Becherel, ou de Saint-Main. Plélan, Montauban, la même chose. Qu'est-ce que vous appelez un cachet postal linéaire ? Disons que nous, on connaît actuellement le cachet rond. Oui. Ouais, en couronne. Mais avant, c'était un cachet linéaire, sur une seule ligne. D'accord, c'est comme une phrase, quoi. Oui, de toute façon. Si on prend le panneau d'entrée de ville de Montfort, c'est Montfort-sur-Meux. Oui. La marque linéaire est Montfort-sur-Meux, ou Montfort-sur-Main, ou Montfort-sur-Mé, parce qu'il y a eu des déviances. Oui, et bon, voilà. On a fini avec sur-Meux, quoi. Oui, actuellement. Donc, vous en achetez toujours ? Quand je les trouve, oui. Oui. Mais vous arrivez encore à en trouver ? Ça arrive, oui. Avec un fonds de 4000, quand même, vous devez avoir un peu épuisé votre... Mais il y a encore des choses que je connais, que je n'ai jamais vues, si on peut dire, mais enfin, à l'achat. Maintenant, c'est de plus en plus difficile, parce que les choses que je connais sont très rares et automatiquement assez onéreux. Oui, parce que c'est... Oui. La rareté fait le prix. Et voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est pourquoi vous serez là samedi. Donc, avis aux auteurs, aux historiens qui seraient en recherche d'iconographie. Donc, la plupart sont du fin 19e, début 20e, c'est ça ? Oui. Sur l'arrondissement de Montfort, qui regroupe... 46 communes. 46 communes. Donc, ce qui en fait un certain nombre. En tous les cas, c'est une mine. Si on peut dire, oui. C'est une véritable mine qui moi, m'a vraiment beaucoup étonnée et que je recommande de venir, bien sûr, de venir au salon et d'aller consulter vos cartes. En plus, vous y serez, donc vous pourrez faire le commentaire. Exact. Vous les connaissez toutes. Et je le fais par plaisir. C'est une passion. Honnêtement, pour moi, c'est une passion, tout à fait. Je le fais par plaisir et j'estime que ça doit être montré. Ça doit être vu par ceux qui sont intéressés, naturellement. Mmh. Sinon, c'est ramassé chez moi dans une armoire, dans un placard, et puis je les regarde de temps en temps. Mais sinon, j'estime que ça doit être vu par... le plus grand nombre. Par tous les amateurs. Et le plus grand nombre. Le plus grand nombre, oui, naturellement. C'est oui, l'histoire collective, en fait, quoi. C'est notre histoire collective. Tout à fait. Aussi, déplacez-vous à Breteuil le 6 novembre. Voilà, c'est ça. Samedi, ne manquez pas de venir voir, entre autres, donc... Michel Muret, collectionneur de cartes postales, mais pas que. Mais là, c'est à ce titre-là que vous venez. Je ne présente que les cartes postales. Que les cartes postales, vous en aurez près de 500. On peut très bien parler d'autre chose aussi. Oui, c'est pas un problème. Déjà, vous en avez presque 500, donc ça oui. va déjà... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Oui.
Donc, merci beaucoup, Michel Muret. Et je donne rendez-vous aux auditeurs donc, ce samedi à Breteuil, salle Yvon Charlès. Et je vous dis également à samedi. À samedi, merci de m'avoir accueilli. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi, toujours dans le cadre de la semaine du Salon des auteurs un automne, qui aura lieu maintenant demain à Breteuil, dans la salle Yvon Charlès. Et aujourd'hui, puisque depuis le début de la semaine, c'est le principe, c'est un invité, une journée. Aujourd'hui, j'ai deux invités, deux jeunes mangaka, comme on dit dans le jargon, Nora et Lali, qui viennent nous présenter un travail qu'elles ont fait, donc une histoire qu'elles ont écrite. Donc c'est un manga. Donc bonjour Nora et Lali. Bonjour. Donc c'est cette histoire qui fait quand même 80 pages. Je suis curieuse de savoir combien de temps vous avez mis pour l'écrire. Nous avons mis 3 mois pour écrire l'histoire et la dessiner. Donc vous êtes deux. Donc je peux dire, on peut dire votre âge ? Oui. Moi j'ai 11 ans. Et moi aussi j'ai 11 ans. Donc voilà, 11 ans, vous écrivez déjà un manga de 80 pages. Donc 3 mois, c'est pas beaucoup quand même pour écrire une histoire de 80 pages. En fait, on a fait très vite, mais du coup, on avait un temps limité parce que fallait le donner à la fin de l'année à un professeur. Donc c'est une commande en plus. C'est un professeur qui vous a demandé d'écrire un manga. Non, c'était pour lui offrir un cadeau parce qu'après on allait partir au collège. C'était pour lui offrir un cadeau parce qu'il nous a beaucoup initiés au dessin et tout, et il nous a beaucoup encouragés là-dedans. D'accord, et là vous lui avez montré qu'au bout d'un an, le fruit de son travail, c'était une histoire de 80 pages, quoi. Est-ce qu'il était content ? Oui, je pense. Donc c'est une histoire à 4 mains. Est-ce que vous avez décidé qui dessinait, ou vous dessinez toutes les deux, ou l'histoire, comment vous vous y êtes prise ? Moi, je dessinais les paysages, Nora dessinait les personnages, et le scénario, on l'avait écrit toutes les deux. Donc il y a eu des d'autres personnes qui sont intervenues dans l'histoire, ou bien vous avez tout fait toutes les deux ? Il y a eu Noé, mon frère, et Maëlys et Maëva, nos amis, qui nous ont aidés à imaginer l'histoire. D'accord. Est-ce que vous vous êtes inspiré de Est-ce que vous êtes, vous, lectrice de manga ? Oui, beaucoup. Vous êtes la génération manga, en fait. Un peu. Donc, les personnages, c'est un petit peu des personnes qu'on retrouve. Les thèmes que vous avez abordés, c'est l'aventure, c'est l'amitié. Vous pouvez nous raconter un petit peu, résumer un petit peu l'histoire ? C'est l'histoire de Hoshi et Tsuki, deux Indiens qui, sans le vouloir, tombent sur un village en ruine et libèrent des monstres. Donc après, c'est le début d'une sorte de guerre où, ils essayent de battre pour retrouver toutes les personnes de leur village. D'accord. Alors, le titre, c'est ? La guerre des 3 régions. D'accord, donc ça, c'est un titre que vous avez imaginé toutes les deux aussi ? C'est plus Lali et Noé qui ont trouvé le titre. Donc Lali, c'est toi ? Oui. Alors, vous vous êtes mis en scène également dans cette histoire, non ? Il y a 2 personnages qui s'appellent Lali et Nora, non ? Oui. C'était un peu notre histoire aussi à côté. Ça, c'est quand on a, en fait, à la fin, il y a des sortes de mini-pages bonus où on raconte un peu les petits problèmes qui nous est arrivés quand on a fait le manga.
Alors, quel genre de problème? Bah, pour essayer de trouver des idées de personnages, c'est pas facile. Quand on a un peu la flemme de tout repasser au feutre manga quand on a tout fini au crayon papier. Oui, ça a été long. Il y a combien de planches à peu près? Je dirais 160. Du coup, Non, 100. Il y en a 100 en tout. 100 planches, 100 planches pour 80 pages, quoi. Oui, à peu près. Est-ce que vous avez pris conseil pour la mise en page, pour le découpage des images? Est-ce qu'il y a eu des adultes à venir vous donner leur avis ou vous vous êtes débrouillés comme des grandes? En fait, on a acheté un manga vierge pour dessiner dedans après. D'accord. Donc en fait, c'est ce manga vierge qui a fait il y a un pré-découpage des histoires? Oui, en fait, au début, en fait, on avait juste acheté ça pour faire une petite histoire à notre prof de CM1. On ne pensait pas vraiment que ça allait arriver jusque-là. Donc c'est du noir et blanc, comme la plupart des mangas. Vos personnages, vous m'avez dit tout à l'heure, qui s'appellent Oshi et Tsuki, c'est ça? Oui. C'est des prénoms japonais qu'on retrouve souvent dans les mangas? Pas forcément, on les a choisis parce que Oshi, ça voulait dire étoile, et Tsuki, ça voulait dire lune, et on trouvait que c'était joli. D'accord, si bien. Et il y a Yama aussi, Yama, et puis il y en a un quatrième. Il y a Amina et il y a Kumo aussi. Oui, c'est Kumo, c'est ça. Et c'est que des personnages, donc ça veut dire étoile. Les autres, ça veut dire montagne. Montagne et nuage. Et Amina, ça veut rien dire. Amina, là, c'est une amie peut-être qui s'appelle Amina? Non, c'est inventé. Donc, j'ai vu que vous vous étiez bien amusé aussi. Il y a des monstres, vous disiez, vous savez libérer des monstres. Qui c'est qui a eu l'idée de leur donner ces noms, là où vous avez fait que des jeux de mots? Vous vous êtes bien amusé? C'était Nora qui avait eu l'idée des jeux de mots. Oui, on voulait faire des trucs rigolos parce que souvent dans les mangas, il y a plein de jeux de mots avec les prénoms, du coup, Avec les prénoms de monstres aussi? Oui. Et ça vous a pris combien de temps, ça, ces pages bonus? C'est en plus de ces 3 mois, toute l'histoire et les pages bonus, ou ça a été pour faire plaisir à vos lecteurs? En fait, on avait l'intention de le faire depuis le début. Les pages bonus, c'était pour raconter un peu à notre prof de CM1 comment on avait fait le manga et tout. Donc lui, il a rien su tout le temps de votre travail? En fait, on a surtout essayé de le cacher, mais c'était un peu compliqué, parce que vu qu'on écrivait dans la cour de récré, t'avais tout le monde qui venait voir, on devait répéter à tout le monde, vous racontez pas au professeur. Et du coup, on a essayé de cacher ça pendant 3 mois. Et ça a été caché? Personne n'a vendu la mèche? Non, personne. Ils ont été gentils. Et les autres profs le savaient aussi? Non, pas du tout. Ah oui, là, c'était quand même un secret de cours de récréation, quoi. Oui, en fait, on l'a écrit du coup sur le rebord d'une fenêtre principalement, quand on était dans la récré. Donc, il y a une version, vous allez venir avec une version papier demain. Donc, vous serez là toutes les deux? Oui, normalement. Oui. Donc, vous venez avec une version papier. Et puis, il existera peut-être, pour ceux qui le veulent, il y aura peut-être un autre moyen de pouvoir avoir accès à votre histoire quand même, parce que aussi jeune, écrire une histoire qui se tient, c'est quand même c'est un beau défi. Il y en aura un deuxième? Oui, là, on est en train de l'écrire avec Nora. On écrit le deuxième qu'on a appelé Gakosmam. Mais c'est une autre série et en fait parce que plus tard on veut en faire notre métier et ça ce sera la vraie série. Parce que La Guerre des 3 régions, c'est une autre série. Enfin, du coup, c'est pas une série vu qu'il y en a qu'un, mais on va en faire une autre série où il y aura plusieurs tomes cette fois. Ah oui, donc là, vous partez pour plusieurs années de travail, quoi. Oui, plutôt oui. Donc là, c'était juste un cadeau.
Et maintenant, vous partez dans la série. Oui, c'est ça. Comme les mangas, en fait. Un petit peu, ouais. Donc, on reste vraiment dans le même procédé de création qu'un manga. Ben oui, et là, par contre, ce sera vraiment nous qui vont tout faire, les cadrages et tout. Et parce qu'en fait, l'autre, à la base, le manga vierge, ça devait être un manga. Et en fait, il était en grande taille et il était à l'endroit, en fait. C'est-à-dire que la lecture les mangas se lisent à l'envers, c'est ça ? Oui, et là, il est arrivé comme une BD, donc du coup, on a fait une BD manga. On a improvisé. D'accord, vous avez fait avec ce qu'on vous a envoyé, quoi. Exactement. Donc la prochaine fois, vous changez ? Oui, cette fois, on le fait nous-mêmes. Parce qu'on a eu envie de... puis les cadrages, c'est pas facile parce que comme ils étaient déjà faits, il fallait trouver les bonnes images qui vont avec le truc. Et là, ce sera plus facile si on le fait nous-mêmes. Oui, parce que là, vous allez décider vous-même comment vous découpez l'histoire, quel cadrage vous allez faire. Oui, du coup, on va faire comme ça. Donc vous avez une date à peu près pour savoir quand est-ce que ce sera prêt ? Non, pas trop. Vous arrivez à faire ça quand ? Parce que là, maintenant, c'est fini, c'est fini le primaire. Du coup, on fait souvent ça en permanence au collège. Ah d'accord, donc ils vous ont aménagé aussi un emploi du temps ? Non, en fait, personne ne sait, en fait, c'est un peu que toutes les deux qu'on fait ça, mais on travaille aussi beaucoup chez nous quand on a du temps. Donc vous vous retrouvez et vous faites tout ensemble. Vraiment, histoire à quatre mains. En fait, on le fait un petit peu en perme toutes les deux, et beaucoup chez nous toutes seules, on se passe le manga de maison en maison, du coup. D'accord, et donc l'autre après reçoit ce que vous avez fait, elle corrige ou pas, et elle continue l'histoire ? En fait, c'est que moi, souvent, je fais dans les dessins, je fais les cadrages, et je fais les personnages dedans et les bulles qu'on a décidé ensemble, et après, je lui passe pour qu'elle fasse tous les arrière-plans. Ah oui, c'est vrai, ça c'est le partage du travail, il y en a une qui fait les paysages et l'autre qui fait les personnages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nora dessine souvent les personnages et après elle m'écrit en grand ce qu'il faut que je fasse derrière. D'accord. Alors j'ai vu que vos personnages avaient, comme dans la plupart des mangas, des grands yeux. C'est vraiment, vous êtes nourris au biberon du manga, vous, hein ? Moi je dessine pas les personnages, alors je fais pas trop, mais... Moi c'est pareil, en fait je sais pas faire les paysages, je sais faire que les personnages, et Lali c'est l'inverse. Du coup... Parce que les personnages avec les grands yeux, c'est quand même assez typique des mangas, ça, non ? Il y en a qui ont des petits yeux. Hein. Dans le manga, en fait, comme il y avait beaucoup d'enfants, en fait, souvent les enfants dans les mangas, ils ont des grands yeux, c'est pour ça. D'accord. Donc, ça sera pareil, l'amitié, l'aventure ? Oui, plutôt, oui. Et des maths. Et des maths dans les mangas ? Oui, en fait, c'est un peu une histoire d'une académie en fait, de maths, mais un peu en secret de tout le monde. En fait, ils font des arts martiaux, tout ça, il y a des missions. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais... En secret, comme vous l'avez toujours fait, finalement, quoi. Ouais. Bon, écoutez, Nora et Lali, merci d'être venues nous expliquer votre travail. Donc, je rappelle quand même que vous avez écrit un manga, enfin c'est comme une BD manga, c'est ça, puisque ça se lit à l'endroit contrairement au manga. Et donc on peut vous retrouver demain. Donc chers auditeurs, si vous avez la curiosité de rencontrer deux jeunes mangaka de 11 ans qui sont capables d'écrire une histoire de 80 pages, eh bien n'hésitez pas à venir à la salle Yvon Charlès, donc au salon des auteurs un automne qui aura lieu demain à Breteuil. Merci Nora et Lali, et puis je vous souhaite un bon salon. Merci. Merci de nous avoir invités parce qu'on pensait vraiment pas être ici. C'est normal, vous êtes au salon, donc vous avez toute votre place dans l'émission. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage
sur Fréquence 8.